Le vrai courage, ce n'est pas d'aller jusqu'à que mort s'en suive, c'est de savoir s'arrêter quand le corps dit stop. Voilà, après une très belle citation, grâce à ChatGPT, je vais parler de mon défi des 100 000 pas et que j'ai fail, voilà, de manière assez intéressante. Donc, j'ai aussi utilisé ChatGPT pour avoir des questions et pour structurer un petit peu ma pensée. Tout simplement, je me suis dit que en fait, si je parlais un petit peu en roue libre, sans prise de notes, ça ferait un petit peu comme d'habitude, ou des fois je vais parler d'un sujet et après je vais revenir, donc il n'y aurait pas vraiment une arborescence, il n'y aurait pas vraiment une chronologie logique. Et là, je me suis dit, allez, on va utiliser le format question pour voir si c'est mieux. Donc on va tester, hein. Alors, tout d'abord, la première question, pourquoi j'ai voulu tenter les 100 000 pas? Déjà, j'aime bien YouTube, je regarde énormément YouTube et il y a beaucoup de créateurs de contenu ou de YouTubeurs, on peut dire, voilà, bah, qui ont tenté ce défi. Je n'ai pas regardé les vidéos des 100 000 pas de ces YouTubeurs par ailleurs, mais je me suis dit, ah tiens, c'est un défi intéressant à faire parce que voilà, je suis habitué à faire 10 000 pas dans ma vie de tous les jours en moyenne, donc 10 000 pas c'est 1h30 de marche. Après, ça dépend de ta foulée, ça dépend de ta vitesse, ça dépend de l'application que tu prends parce que mon application elle est un peu naze. Ça me permet pas de bien calculer les pas que je fais, je pense. C'est-à-dire que si je marche vite, l'application prend en compte que je mesure 1m72, que je pèse 70 kg et que je marche à 4 ou 4,5 km/h. Donc ça marche pas très bien par rapport à la vitesse, mais bon, bref, c'est pas grave. Et je me suis dit que 100 000 pas, c'est environ, allez, on va dire entre 14 heures à 16 heures ou un peu plus en fonction de ta vitesse. Donc c'est quand même assez conséquent. Et je sais que tu brûles, on va dire, entre 5 000 et 7 000 kilocalories, voilà, en fonction de ta vitesse aussi, 5 000, 7 000 kilocalories, c'est énorme, hein, sachant qu'un homme normal, moyen, il est environ à 2000, 2500 kilocalories, bon, ça dépend s'il est sportif, mais on va dire, ouais, 2000, 2500, donc c'est 3 fois la quantité d'un homme moyen en termes de kilocalories, en termes d'alimentation, et je voulais tester ça. Et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas se lancer un défi et après tout une fois que tu le fais bah après voilà tu peux faire une vidéo ou un podcast comme je te le fais donc c'était aussi pour la création de contenu accessoirement. Voilà donc c'est peut-être ça et pour me lancer un challenge surtout. Est-ce que tout le monde peut le faire ou faut-il être sportif? Bah premièrement je pense que tout le monde devrait être capable de faire 100 000 pas mais il y a une nuance. La nuance c'est que tout le monde ne peut pas le faire parce que évidemment si t'es gros, obèse ou si t'es anorexique, tout fin ou que tu fais pas de sport, globalement, moi, je suis quand même sportif. Je bouge tous les jours. Je fais, voilà, comme j'ai dit, je marche, je cours, je fais du vélo, je fais de la mobilité tous les jours. Je fais du street workout 3 fois par semaine. Bon, bref, je fais beaucoup de sport et j'ai pas réussi à le faire. Donc théoriquement, si t'es quelqu'un de pas sportif, c'est mort, quoi. Donc je préconise d'y aller petit à petit. Tu commences avec, voilà, c'était vraiment un cas extrême. Tu commences avec 1000 pas, après tu fais 2000, après tu fais 1500, 2000, 3000, voilà, tu augmentes progressivement. Et si tu veux te tester un jour, voilà, bah tu essaies de faire 20 000, 30 000 pas déjà. Si pour toi c'est beaucoup, bah essaye. Et après tu vois tes sensations. Si tu commences à avoir des douleurs, tu arrêtes évidemment. Et si tu vas bien, tu continues. Donc voilà, donc je te préconise pas de faire 100 000 pas directement. Fais progressivement. Comment je me suis préparé ou pas? Bah, je n'ai pas eu de préparation particulière, tout simplement parce que, voilà, comme je l'ai dit plein de fois là, déjà dans ce début de vidéo, c'est que je suis habitué à marcher, à faire du sport, à marcher vite, à courir. Donc, voilà, tu vas faire 10 km, 15 km, ça me va, je suis habitué. J'ai déjà fait plusieurs marathons, j'en ai déjà fait 3. Mais par contre, j'ai jamais fait un effort aussi long. Parce que, voilà, 100 000 pas en marchant, tout simplement, bah, comme je l'ai dit, c'est 15 heures, ou plus, ou moins. Et un marathon, voilà, je l'ai fait en 4h30, 6 heures, un marathon en marchant. Donc j'étais pas habitué à une distance vraiment ultra méga longue. Donc j'ai pas eu de préparation particulière, mais voilà. Donc c'était à tester. Est-ce que je pensais vraiment aller jusqu'au bout? Alors, tout simplement, oui, bah, je pensais aller jusqu'au bout des 100 000 pas parce que, en fait, c'est de la marche. Donc, je pense que tu as déjà marché dans ta vie. Oui, bah, c'est sûr que tu as marché, même un bébé marche. Et donc, en fait, ça dépend de ta vitesse. Ça veut dire que si tu marches tranquillement à 4 km/h, 4,5, c'est tranquille. Et j'ai déjà marché longtemps. Mais c'est vrai que j'avais déjà marché avec un ami, des fois en randonnée, et même au bout de 20 000, 30 000 pas, en marchant lentement, je commençais quand même à sentir une fatigue. Mais je me disais pas que c'était impossible, parce que voilà, comme j'ai dit, j'avais déjà fait un marathon. En marathon, voilà, j'ai couru pendant 4h30.
Bon, 4h30, le marathon, c'est pas un temps extraordinaire, parce qu'il y en a qui le font en dessous de 4 heures, voire vers les 2 heures, 2h02 pour les meilleurs. Mais ouais, donc j'ai déjà fait 50 000 pas, 60 000 pas, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Donc je me suis dit, faire le double, ça va quoi, c'est pas un truc de fou. Et donc je pensais vraiment que j'allais réussir et que ça allait être, bon, pas vraiment facile non plus, mais que ça allait être fatigant, mais que j'allais réussir. Et donc, bah voilà, donc tu le sais au nom de cette vidéo que j'ai raté mon défi. Qu'est-ce qui me faisait le plus peur avant de commencer? Je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'était bah, la solitude, d'être avec mes pensées toute la journée. Parce que moi, j'avais des conditions un peu particulières pour mes 100 000 pas. Ça veut dire que, en fait, je voulais le faire tout seul. Je voulais pas écouter de podcast, pas écouter de musique. Je voulais parler à personne. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et donc, en fait, en fonction de comment tu fais ton défi, ça veut dire que si tu es avec un ami ou tu es avec plusieurs amis et que tout le long de la journée, tu vois des gens, tu parles aux gens, tu écoutes de la musique, tu écoutes un podcast, bah, le temps passe plus vite et t'es pas avec tes pensées. Et moi, je voulais vraiment faire ce défi un peu mental où je suis avec moi, vraiment du début jusqu'à la fin. Et je pense que dans les questions, plus tard, ça va décrire un petit peu bah, mes stratégies, ma vitesse, comment ça s'est passé. Donc, je vais pas détailler plus que ça. Mais ouais, c'est ça qui me faisait le plus peur. En fait, c'était aussi les douleurs, hein, les douleurs physiques. Sinon, je crois que ça me faisait pas peur, mais c'était vraiment d'être avec moi, hein. Vraiment, dans le monde de maintenant, on n'est plus habitué justement aussi à être beaucoup tout seul. C'est-à-dire que là, par exemple, je te mets un silence. Voilà, tu vois, tu vas peut-être être malaisé. Je sais pas si ça se dit, ce mot. Mais tu vas pas être bien. Et là, pendant 10 heures, j'étais vraiment tout seul avec moi et j'ai beaucoup réfléchi. Et donc, il y aura des questions par rapport à ça. Donc, voilà. Quelles chaussures j'ai choisi et pourquoi? Donc, j'ai choisi. En fait, j'avais un peu réfléchi à mes paires de chaussures. Je me suis dit que si j'allais prendre des chaussures minimalistes, bah, c'était mort. Parce que tout simplement, j'allais trop sentir le sol et tous les impacts comptent, hein. Encore une fois, quand tu fais beaucoup de pas, en fait, quand tu fais 500 ou tu fais 1000 pas, tu t'en fous un peu, tu as des chaussures. Quand tu fais un entraînement de 1 heure et demie, tu t'en fous un peu. Mais par contre, quand tu fais un effort long, il faut vraiment que chaque millimètre, chaque paramètre soit pris en compte. Les chaussures, l'hydratation, l'alimentation, tes pauses, les toilettes, ce que tu manges. Bon, tu vois, toutes ces choses-là doivent être prises en compte. La température de dehors. Quel terrain, sur quel terrain tu marches, est-ce qu'il y a du dénivelé, est-ce que le sol c'est du gazon, c'est du bitume, c'est de la boue, c'est de la nature, bon bref, tout doit être pris en compte. Et donc les chaussures, je me suis dit que j'allais prendre des chaussures de running parce que c'est confortable. Et là, je me suis renseigné avec ChatGPT et apparemment les chaussures de running, c'était pas le top, le mieux. C'était des chaussures de randonnée où il y avait un confort et un amorti voilà, agréable. Et ça dépendait aussi évidemment du terrain. J'ai été beaucoup à mon terrain de foot. Et après, j'ai changé, j'étais dans un terrain un peu vallonné dans les champs. Il y avait de la boue, ça glissait, c'était un peu vallonné dans le sens où il y avait un peu de montée, il y avait un peu de descente. Bon, c'était pas non plus un dénivelé incroyable, mais en fait, on le voyait de loin que ça montait, ça descendait un petit peu. Et donc, ça aussi, c'était à prendre en compte. Et ouais, donc je faisais des chaussures de running, des Oka. C'était des chaussures quasiment neuves. Bon, quasiment neuves, hein, j'avais fait 100 km avec, je pense. Mais c'était pas la meilleure stratégie apparemment. Mais bon, bref, donc j'ai pris ces chaussures. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac? Alors, pour la première partie, en fait, est-ce que je parle de ma découpe de la journée maintenant ou pas? Oui, bon, je vais en parler maintenant. C'est que, en fait, durant la première partie de ma journée, donc je me suis. Ah oui, j'ai pas raconté, je me suis levé à 4h30 du matin. Et j'ai pas pris de petit déjeuner. Ça, c'était une erreur stratégique. Franchement, en fait, quand tu fais un effort aussi long sur des heures et des heures, c'est très important de s'alimenter le bidou et de manger avant. Voilà, bah, pour récupérer de l'énergie, des glucides, parce que l'effort va être long. Et après, finalement, quand tu fais un effort sur une longue durée, c'est les glucides, voilà, bah, il t'en faut. Après, sinon, ça va taper dans les lipides, tout simplement. Et donc, c'était ma première erreur. Et donc dans mon sac, en fait finalement j'avais rien. En fait j'avais juste ramené la gourde d'Eric Flag, placement de produit, parce que je savais que j'allais rester dans mon terrain de foot. En fait j'ai de la chance, à côté de chez moi j'ai un terrain de foot qui est ouvert 24 heures sur 24. Bon, quelquefois c'est fermé, mais globalement c'est ouvert. Et j'avais juste ramené une gourde, j'avais rien ramené en termes de bouffe, j'avais pas ramené de gel, j'avais pas ramené de bar, j'avais rien ramené en termes de glucides, de pain, de viennoiserie, de pain au chocolat, de croissant, j'avais rien ramené, j'avais juste ramené de l'eau comme un abruti et c'était une erreur.
Après, par contre, voilà, bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais dans la seconde partie, ouais, est-ce que je parle de tout, de toute ma journée d'affilée ou pas? Non, je parle pas de toute ma journée d'affilée. Donc voilà, j'avais ramené que de l'eau dans la première partie. Après, j'avais ramené de la barre céréales, non, barre protéinée et des gels et de l'eau. Voilà. Donc, en fait, j'avais rien ramené dans mon sac parce que justement, en fait, si tu prends un sac et que tu as du poids avec toi, que ce soit 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ça va prendre en compte aussi, hein. Ça veut dire que chaque pas que tu fais avec du poids supplémentaire, c'est de la fatigue engendrée supplémentaire. Et moi, je voulais vraiment optimiser pour justement avoir le moins de fatigue possible. C'est pour ça que j'avais ramené que ma gourde au premier plan. À tes souhaits, merci de rien. Alors, donc quelle erreur de préparation j'aurais pu éviter? Donc là, comme j'ai dit, j'aurais pu bouffer le matin, premièrement. J'aurais pu aussi faire la vaisselle la veille parce que en fait moi je suis pas resté dehors 24 heures sur 24. Ça veut dire que je suis revenu chez moi pour faire des pauses stratégiques. J'ai fait deux trois pauses où je suis revenu chez moi et justement bah ne pas faire de vaisselle, ne pas préparer la nourriture, préparer son sac la veille, préparer son plan, préparer les vidéos, savoir quoi dire, la nourriture, ouais, tout ça en fait, même mettre de la nourriture dans un Tupperware. En fait, il y avait plein de trucs que j'aurais pu améliorer pour gagner du temps. Et si vraiment je voulais faire un défi sur 24 heures, faire le plus de kilomètres possible, tous ces facteurs, comme je l'ai dit, préparer son sac, mettre des électrolytes, préparer son petit déjeuner, la nourriture, toutes ces choses-là, bah, j'aurais optimisé pour gagner le plus de temps possible et j'aurais pu voilà, faire un meilleur temps probablement. Est-ce que j'ai regretté un choix matériel pendant le défi? Oui. Donc c'était pendant l'après-midi. Donc là c'est pas très structuré hein, ce que je suis en train de te dire, mais c'est pas grave. Donc comme je l'ai dit, de 4h30 à 8h45 plus ou moins, non de 5h, pardon, du matin jusqu'à 9h44. Voilà, j'ai marché à mon terrain de foot, j'ai fait le calcul, hein. Mon terrain de foot fait 250 mètres, j'ai marché 31 km,22, donc j'ai fait environ 120 tours de terrain de foot dans le noir, hein. Il y avait personne, encore une fois. Après, je suis rentré à la maison. De 9h45 à 11h05, j'ai mangé, j'ai fini une vidéo YouTube, j'ai fait du thé, j'ai mis du miel, je suis allé aux toilettes, j'ai fait ma mobilité aussi, j'ai fait ma mobilité. Parce qu'en fait, moi, j'ai des délices que je dois respecter tous les jours. Donc, les délices, c'est des choses que je dois faire tous les jours. Je dois faire ma mobilité tous les jours, je dois lire tous les jours, donc j'ai fait ça. Bon, vraiment brièvement, j'ai mis mes stories. Donc ça a pris du temps. Et après, j'ai changé mon sac, j'ai pas préparé mes affaires, j'aurais dû préparer un petit sac avec la nourriture, tout dans un coin. Bon, bref, tout ça, ça m'a. J'ai regardé une vidéo de Cyprien aussi, voilà, sur l'IA. Bon, j'avais pas fini la vidéo hier, donc j'ai fini la vidéo en mangeant. Bon, voilà, ça m'a pris du temps. Et oui, donc après, je suis reparti de 11h05 à 14h environ. Et là, je suis allé dans un champ, voilà, près de chez moi. Bon, c'était pas si près, c'est à 1,5-2 km de chez moi. Et j'ai pris un petit sac, voilà, cette fois-ci, j'avais de l'eau, j'avais des gels énergétiques, j'avais des barres protéinées, et je crois que j'avais des mouchoirs, j'avais mon chargeur pour portable, et j'avais une batterie externe. Et tu vois, le champ, bah, je pense que tu connais c'est quoi un champ, mais c'est très vaste. Ça veut dire que sur 500 mètres, 1 km, en fait, tu as une vue où tu peux voir vraiment au loin. Et je m'étais dit que j'allais laisser mon sac par terre. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en laissant mon sac, bah, ça me permet d'alléger bah, la charge que j'ai et donc d'économiser mon énergie. Et je me suis dit que j'allais laisser mon sac au milieu du champ, voilà, à un endroit. Parce que, en fait, tout simplement, bah, je pouvais croiser des gens. Tu vois, dans le champ, j'ai croisé environ 5-10 personnes, je leur ai dit bonjour. Et en fait, en me retournant, bah, tout simplement, je pouvais voir si une personne était proche de mon sac. Et sauf que moi, je suis un peu débile, tout simplement. Parce que des fois, je m'éloignais assez loin. Ça veut dire que j'allais à 400-500 mètres, voire 600-700 mètres de mon sac, même si je voyais la personne. Et en fait, dans ma tête, je me disais pas que les personnes pouvaient me voler, tu vois, en laissant un sac dans le champ. Je me suis pas dit que les personnes allaient regarder le sac et voler le sac. Et en fait, si. Donc globalement, j'étais allé pisser dans la forêt. J'avais vu un monsieur. Voilà, j'avais vu un monsieur vraiment. Tu vois, j'avais dit bonjour. Je l'avais regardé. Bon, je me rappelle plus de sa tête maintenant, mais si je le recroise, peut-être que je me rappellerai.
Et je l'avais regardé et je lui avais dit bonjour. Il avait environ la quarantaine. Et donc moi j'allais dans la direction opposée à mon sac et lui se dirigeait vers mon sac. Donc moi j'allais pisser. Et après, tout simplement, bah, je suis retourné à mon sac. Et j'ai pas regardé directement mon sac. Tu vois, parce que, encore une fois, tu vois, je fais confiance aux gens. Et après, c'est justement en rentrant. Tu vois, en fait, quand j'ai récupéré mon sac, j'ai vu qu'il était ouvert. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi il est ouvert? Et là, en regardant, j'ai vu que ma batterie externe et mon chargeur de téléphone avaient été volés. Bon, j'avais pas mis des choses très précieuses à l'intérieur. Et là, c'était une des premières conclusions. C'était que tout simplement, bah voilà, il faut pas faire confiance aux gens. C'est-à-dire que si t'as un sac, tu peux pas le poser librement comme ça. Il y a des gens peut-être qui vont te le voler, même si au loin tu peux surveiller les gens. Bah, vu que j'étais fatigué, je pouvais pas courir pour attraper le mec. Et de toute façon aussi, le sac, voilà, il traînait par terre et il y avait aucune preuve que c'était mon sac. Mais voilà, donc si t'as un sac, ne le laisse jamais sans sécurité en France en tout cas, ou si tu le laisses, en fait tu peux demander à des personnes, voilà, c'est ça que j'aime bien dire aussi, tu peux laisser ton sac, mais s'il y a des gens, par exemple tu vois à mon parc de street, bah tu leur demandes, ouais bah excuse-moi, est-ce que tu peux surveiller mon sac s'il te plaît, là je vais aller courir, je vais aller au McDonald's pour aller aux toilettes ou un truc comme ça. Et en fait il faut demander à quelqu'un de surveiller ton sac, parce que si tu le laisses, il y a des chances que les gens peuvent te voler. Donc voilà, c'était la conclusion. Après, ça va. Tu vois, c'était pas vraiment le vol le plus important qui s'est passé dans ma vie. C'était une batterie externe qui coûtait 23 euros et un câble qui coûtait 10 euros. Donc c'était 33 euros. Donc voilà, tu vois, c'était pas le pire truc de ma vie. Et oui, donc c'était un choix matériel. Pendant le défi, j'ai regretté d'avoir laissé mon sac. Voilà, j'aurais dû garder mon sac pendant toute cette distance. Je vais me moucher un petit peu. Il fait froid, hein. Là, c'est sens-ci, je tombe assez malade. Et en plus, mon nez il est un peu bouché, donc c'est pas très pratique. À partir de combien de pas ça commence vraiment à être dur? Donc les 31 premiers kilomètres que j'ai fait à mon terrain de foot pendant 4h44 et 44 secondes, j'aime bien les nombres identiques. Ça s'est bien passé, hein. Franchement, j'ai marché assez vite à 7 km/h environ. Bon, d'après mon Strava, j'étais à 6,6, sachant que j'ai fait des pauses, hein. Des fois, j'ai tourné des vidéos, c'est-à-dire que quand je tournais une vidéo, voilà, bah, je ralentissais parce qu'il faisait très froid. J'ai oublié de parler des conditions climatiques, mais il faisait -6. En fait, j'avais un ressenti à -6 dehors et il faisait -2 dehors. Le sol était gelé. Et aussi, bah, quand j'avais sorti ma gourde pendant plusieurs heures, il commençait à geler. Donc c'était dur les conditions climatiques. Je pense que c'était un des jours les plus froids de 2025, je pense. Après, peut-être qu'il y a eu des ressentis à -7, -8. Mais en tout cas, à Guyancourt, ouais, c'était un des jours les plus froids. Et oui, donc je marchais vite, comme je l'ai dit, voilà, vers 7 km/h. Oui, j'ai fait pas mal de pauses pour aller pisser aussi. Parce que voilà, quand tu bois de l'eau et quand il fait froid, moi personnellement, j'ai envie de pisser, donc j'ai pissé plusieurs fois. Et il y avait des moments aussi, j'ai bu de l'eau, donc j'ai ralenti pour boire de l'eau. Et aussi au début, j'ai commencé assez lentement, voilà, pas pour me chauffer. Voilà, j'ai pas commencé directement à 7 km/h, j'ai commencé à 5, 5,5, peut-être vers 6, et après j'ai augmenté au fur et à mesure. Et donc, ouais, non, franchement, les 31 premiers kilomètres, je les ai pas trop sentis. C'est-à-dire que j'ai pas senti de douleur particulière. J'ai fait ça en 5 heures, un peu moins de 5 heures. Et c'est après, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire ma deuxième partie. Donc là, comme je l'ai dit, j'étais dans les champs de 11h05 à 14h environ. Et c'est à partir de mon marathon, je crois qu'à partir de 42 km 195, ça allait. Mais c'est que à partir ouais, de 50 km que là, après 50 000 pas, là, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau des ischio-jambiers et j'avais du mal à marcher. En fait, c'était pas intolérable la douleur, mais je sentais que j'avais mal. Et donc, à partir de 50 km, je me suis dit que j'allais continuer un tout petit peu de marcher avant de faire une pause pour retourner chez moi. Et ouais, donc c'est vraiment à partir de là que j'ai eu mal. Et justement, après, en revenant chez moi vers 14h, j'ai utilisé le rouleau de massage. Oui, bon, le rouleau de massage, voilà, je l'ai utilisé pour me masser les ischio-jambiers. Et j'avais vraiment mal, hein. Ça veut dire que vraiment, j'ai tiré la tête. Et là, j'ai tourné une vidéo, voilà, pour Instagram, pour les stories. J'ai dit justement que j'allais m'arrêter parce que j'étais à 58 000 pas, j'avais fait 48 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais pas fait 50 km, j'étais à 48 km. C'était la plus longue distance que j'avais faite de ma vie en une journée.
En fait, je crois que la plus longue distance que j'avais faite à l'époque, avant ce défi, c'était le marathon de Paris. Parce que, en fait, le marathon de Paris, voilà, c'est 42,195 km. Sachant aussi que, en fait, pour le marathon, bah, tu fais un peu des détours. Ça veut dire que 4295 km, c'est la distance vraiment parfaite si tu ne fais pas de détour, si tu ne vas pas aux toilettes, si tu fais ça de manière linéaire sans contourner les gens. Parce que quand tu fais un marathon ou des courses, il y a toujours des moments où en fait tu dois esquiver les gens, tu dois aller un peu plus à gauche, tu ne prends pas bien les virages. Tu vois, il y a des petits moments où en fait tu fais un peu plus de distance. Et moi je me rappelle pour mon marathon, si j'avais pas fait 4295 km, j'avais fait 43,3 km parce que bon j'étais allé pisser ou d'autres trucs. Donc j'avais fait 1 km de plus. Et j'avais fait aussi du vélo dans ma journée. Et aussi pour aller au marathon, bah moi j'avais pris le RER ou le métro. Donc j'avais marché aussi pour aller à mon marathon et même pour aller au ravito, pas au ravito mais pour aller au casier, au vestiaire, bah, il faut marcher. Après le marathon, il faut encore marcher pour récupérer les affaires. Donc finalement, voilà le marathon, voilà en fonction de si tu prends un Uber, tu prends la voiture, bon, en fait tu fais plus que 42 km. Donc j'avais fait probablement environ 50 km. Après je ne suis pas sûr, c'est une stat qui est pas sûre à 100%, mais j'étais pas loin des 50 km voire plus ou un peu moins. Donc, tout simplement, voilà, 48 km, c'était pas vraiment. En fait, là, voilà, pour la distance que j'avais faite, là, le jour où je voulais faire 100 000 pas. D'ailleurs, je voulais même pas faire 100 000 pas, hein. Je voulais faire 3 marathons en 24 heures. Donc, 3 marathons, je voulais faire 126 km en 24 heures. J'avais fait un calcul, hein. Ça veut dire que si j'avais une vitesse de 6 km heure, 6 fois 24, ça fait 144 km. Et comme j'ai dit, il fallait faire 126 km. Ça veut dire que j'avais 18 km de marge. Donc j'avais environ... en fait, si je marchais 6 km heure pendant 21 heures 30 d'affilée, j'arrivais à faire 3 marathons. Donc ça, c'était mon objectif, hein. C'est-à-dire que j'avais 2h30 pour manger, pour m'alimenter, pour faire une sieste, pour me reposer. Et voilà, j'aurais fait les 3 marathons, donc c'était ça mon objectif de base. Et après, voilà, bah, comme je l'ai dit, finalement, bah, je me suis arrêté à 63,5 km. Non, je ne l'ai pas dit encore dans la vidéo, mais je le dis maintenant. Et donc ça commence à être dur à partir voilà, de mon retour dans ma deuxième pause. Et là, je voulais arrêter. Vraiment, je voulais arrêter. Donc j'ai mangé, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait un non-sleep deep press, je me suis allongé dans mon lit, j'ai écouté de la musique, je sais plus trop ce que j'ai fait, de 14h à 18h30. Voilà, j'ai écouté des vocaux, je crois que je sais plus trop. Mais voilà, c'était dur à partir de 50 000 km. Quelle était la partie la plus difficile, physique ou mentale? En fait, physiquement, c'était dur, comme j'ai dit, à 50 000 km quand j'ai fait mon retour, c'était dur. Mais je sais que mentalement, j'aurais pu continuer. Ça veut dire que là, j'avais pas encore des douleurs, je pense, au niveau des lombaires, au niveau de la posture aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, des fois aussi, hop, quand je marchais, je sentais que j'avais du mal à marcher droit, de tenir une posture bien gainée, bien droite. Et donc, je compensais probablement au niveau de mes hanches, au niveau de certains de mes pieds, bref, de plein de trucs. Et donc, tout simplement, c'était dur mentalement et physiquement. En fait, c'est ce qui était dur physiquement, voilà, c'était les douleurs. Mais mentalement, ce qui était dur, c'était d'être tout seul, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, de pas savoir, en fait, de savoir quand ça allait se finir, hein. Ça veut dire que, voilà, mon objectif, c'est comme j'ai dit, c'était 3 marathons. Mais après, au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, au moment de la journée, que 3 marathons, c'était mort, donc c'était 100 000 pas. Mais aussi, en fait, tu sais dans ta tête, quand tu as 58 000 pas, en fait, tu sais que tu as fait environ 58% de 100 000 pas et tu sais que les derniers 42%, donc les derniers 42 000 pas, c'est les plus durs parce que les premiers pas, voilà, c'est les plus simples. Quand tu es habitué à marcher 10 km, c'est simple. Mais par contre, marcher 50 km, 60 km à partir de là, vu que c'était une chose que j'avais jamais faite, bah là, j'ai senti que ça allait être long et dur physiquement et mentalement. Et encore une fois, le fait d'être tout seul, de parler à personne, de pas avoir de musique, de podcast, donc j'étais vraiment avec mes pensées. Et je crois que ça va être la question suivante aussi, c'est est-ce que j'ai eu envie d'abandonner et quand? Oui, j'ai eu envie d'abandonner plein de fois. C'est-à-dire que voilà, pendant ma première partie, en fait, quand tu vas bien, quand tu n'as pas de douleur, bah, t'as pas envie d'abandonner. Tu te dis juste que bon, tu marches. Et c'est passé très vite, hein. D'ailleurs, les 4h50, là, les 4h44, 44 secondes, sur mon terrain de foot, quand j'ai marché pendant mes 31 premiers kilomètres, j'ai pas vu le temps passer, hein. Franchement, c'était assez incroyable.
Parce que voilà, j'étais dans mes pensées, mais c'est passé vite, hein. C'est assez fou. Par contre, j'ai eu envie d'abandonner quand je commençais à voir que c'était long. C'est-à-dire qu'au bout de 5 heures, 6 heures, 7 heures, et quand tu commences à avoir des douleurs, bah, t'as envie de lâcher en fait. T'as envie de lâcher parce que tout simplement tu te dis je vais encore marcher comme ça pendant des heures, je commence à avoir mal, je commence à douter, de me dire bon bah est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais lâcher. Et j'ai eu envie d'abandonner mais j'ai pas lâché parce que en fait j'ai envie de faire le défi de traction de David Goggins. Donc voilà, ça va apparaître plusieurs fois sur mon YouTube je pense, ce défi. Et ce défi, j'ai envie de le faire en moins de 17 heures. Et si je suis pas capable de marcher pendant 10 heures tout seul, bah, je serai pas capable de faire 17 heures de traction parce que tout simplement, bah, 17 heures de traction, c'est un effort plus dur que de marcher pendant 10 heures. Tu vois, marcher, c'est un des mouvements les plus simples. Et si je suis pas capable de marcher pendant 10 heures, bah, je serai pas capable de faire la traction pendant 17 heures. C'est ce que je me suis dit. Et c'est pour ça que je voulais pas je voulais pas abandonner malgré la douleur. Bon, après, à un moment, comme j'ai dit, je voulais abandonner. Mais après, je suis reparti le soir de 18h20 jusqu'à 21h, 21h, 21h30. Je sais plus très bien. Je suis reparti parce que j'avais un peu récupéré et je me suis dit que si j'abandonnais au bout de 8 heures, bah, ce serait mort le défi. Donc, je voulais continuer pour atteindre mes limites. Voilà. À quoi je pensais pendant des heures à marcher? Ça, c'est une question intéressante parce que, en fait, sur le moment, il y a plein de pensées qui viennent dans ton esprit. Tu vois, j'ai tourné des vidéos, j'ai eu des réflexions, j'ai eu plein d'idées. Mais là, tu me demandes maintenant à tête reposée. Je sais que j'ai pensé à des musiques japonaises et je me suis rendu compte aussi à quel point j'avais oublié les paroles des musiques japonaises. Tu vois, par exemple, la musique Until de Rena Uehara dans Tears to Tiara 2. Bah, j'ai essayé de me rappeler les paroles. Tu vois, j'ai essayé de la chantonner dans ma tête. Et à un moment, je me rappelais plus des paroles, alors que je l'avais apprise par cœur. La musique de FF9 de Melodies of Life de Emiko Shiratori. Voilà, j'ai essayé de me la rappeler. La musique, je sais plus quelle musique, Dear You de Higurashi, j'ai essayé de me la rappeler. Il y a plein de musiques, je me rappelais plus. Donc à un moment, tu vois, j'ai essayé de me rappeler l'air. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, je me rappelle plus, donc je chante plus ces musiques. Et ouais, je pensais aussi à mon futur. Tu sais, je pensais aussi beaucoup à ma formation bah, de prof des écoles, des choix de vie. Je pensais à est-ce que vraiment, ouais, si j'ai envie de faire ça. En fait, il y a eu énormément de pensées et je me suis dit que en fait, je suis un mec de défi et j'aime bien réaliser des défis. C'est-à-dire que c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne cette sensation d'être en vie, de vouloir faire des choses. Bon, je vais juste regarder, ça fait combien de temps? Ça fait pas longtemps que je parle, hein. Je crois que ça fait que 30 minutes que je parle. Attends, moi je vais juste regarder combien de temps je parle. Ça fait combien de temps? Ça fait que 27 minutes 45 que je parle. C'est fou. Je pensais que ça fait plus longtemps, ça faisait plus longtemps. Mais oui, donc ce que je disais, c'est que alors oui, j'ai eu envie d'abandonner. À quoi je pensais pendant des heures à marcher, à ma vie, et que justement, bah, j'ai dit bas, c'est un tic de langage. Il faut que j'essaie d'éviter de les bas. Tout simplement, oui, que en marchant pendant 10 heures comme ça, bah, arrête de dire bah. J'étais quand même plus heureux que d'être dans une salle de classe. Bon, voilà, parce que là, je suis sur Master 2 en MEF pour être prof des écoles. Et le jeudi, j'ai un stage où je suis toute la journée dans une classe avec des CM1, CM2. Et la journée dure de 8h30 à 16h30. Après, le midi, on a une pause, mais je reste là-bas à l'école. Donc, la journée, c'est 8h30, 16h30. Si tu fais un calcul, c'est 8 heures. Voilà. Et en plus, bon, il y a le trajet aussi. Donc, le trajet me rajoute grosso modo 1 heure. Donc, on est à 9 heures. Et donc, j'ai préféré être tout seul pendant 9 heures, 10 heures que d'être dans une classe. Et ça veut dire quelque chose. Donc, voilà. Après, il faut de l'argent pour vivre. Donc, je vais continuer la formation. Mais oui, donc c'est pas ça qui m'anime et il faut que je trouve d'autres choses, des défis, il faut que je les documente, il faut que je fasse de la création de contenu. Ça m'anime plus probablement. Donc j'ai pensé à ces choses-là, j'ai pensé à pourquoi je faisais ce défi aussi. Voilà, ça veut dire que tout simplement, est-ce qu'il y a un sens de marcher 10 heures tout seul? Oui, bon, ça c'est une autre question qui est écrite plus tard, donc j'y répondrai plus tard. Mais j'ai pensé à plein de choses et en même temps à rien, j'ai l'impression. J'ai pensé à des personnes qui faisaient des vidéos
24 heures sans rien faire. Ça veut dire qu'ils étaient assis pendant 24 heures et en fait, quand je disais ils faisaient rien, je crois qu'ils pouvaient manger. Des fois, ils écrivaient vite fait des notes, mais globalement, ils étaient assis pendant 24 heures et ça, je me dis waouh, quelle horreur. Et je me suis dit aussi, voilà, la chance de pouvoir marcher dehors, d'être en bonne santé, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Bon, il y a eu énormément de réflexions sur plein de choses, et ouais, donc voilà. Est-ce que le corps ou la tête lâche en premier? Bon, je crois que j'ai un peu déjà répondu à la question, c'est un peu les deux. Comment j'ai géré la fatigue, la douleur, les pauses? La fatigue, la douleur. Ouais, la douleur, bah, j'ai essayé de pas trop y penser, même si tu es obligé d'y penser. Les pauses. Donc les pauses, voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait des grosses pauses. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse pause de 9h40 à 11h05, j'ai mangé, j'ai fait une grosse pause où je suis resté un peu à la maison. Après, j'ai refait une pause de 14h à 18h30 où je suis resté à la maison, je voulais arrêter. Mais j'ai pas fait de pause, vraiment, quand j'ai marché, oui, j'ai marché 4h45 d'affilée, j'ai marché 2h30 d'affilée et 3 heures d'affilée. Et j'ai pas vraiment fait de pause, à part pour des pauses pipi ou des pauses pour boire, parce que ma bouteille d'eau était posée par terre, ma gourde était posée par terre, donc je devais me baisser pour la boire. Mais globalement, ouais, j'ai pas vraiment fait de. J'ai fait des grosses pauses, c'est tout. Est-ce que marcher devient automatique à un moment? Oui, ça veut dire qu'au début de ta journée, bah, tu as zéro pas. Et après, au fur et à mesure, tu marches, et les pas s'accumulent, hein. C'est fou à quel point, en fait, arrête de dire bah, les pas continuent. En fait, la marche, ça continue, ça s'arrête pas. En fait, si tu te dis, bon, là, je vais m'arrêter, là, ça fait 10 000 pas, ça fait 20 000 pas, ça fait 30 000 pas, en fait, ça devient automatique. Ça veut dire que je ne pensais plus vraiment au pas, je me disais juste, bon, bah, je marche un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, et à un moment donné, ça va s'accumuler, et ça va faire beaucoup de pas. Et c'est ce qui s'est passé, hein, tout simplement. Qu'est-ce que le défi m'a appris sur moi? Je pense que ce sera une des questions finales. Comment j'ai géré les moments de doute? Je me suis rappelé aussi de pourquoi je faisais cette chose-là. Ça veut dire que, en fait, je le faisais surtout pour moi. Je le faisais aussi, bon, voilà, comme j'ai dit, pour la création de contenu, c'est toujours sympa, voilà, de faire une vidéo après coup. Mais oui, en fait, c'était pour pouvoir me regarder, on va dire, si j'abandonnais, en fait, qu'est-ce que j'allais pouvoir me dire. Même si, évidemment, c'est un défi très dur. Voilà, je pense que tu n'as peut-être jamais essayé de faire 100 000 pas ou de marcher toute la journée. Essaye de le faire, hein. Franchement, ça te permet. Après, tu peux le faire dans des conditions que tu veux, hein. Si tu veux écouter de la musique, écouter un podcast, si tu veux être avec un ami, si tu veux marcher en journée, si tu veux être à Paris ou voir beaucoup de monde. Voilà, bon, c'est toi qui vois les conditions, mais en fait, je voulais surtout me confronter à moi-même et voir de quoi j'étais capable. Et justement, en fait, dans la vie de tous les jours, encore une fois, comme j'ai déjà dit, il y a plein de moments où c'est facile. Tu vois, là, je suis chez moi, j'ai mon téléphone, je te fais une vidéo, je suis au chaud. J'ai deux pantalons, j'ai mon sweat, j'ai un pull en dessous. Bon, tu vois, j'ai pas vraiment de. C'est pas un moment difficile. Alors que là, j'étais vraiment dans le dur. J'ai choisi le jour où il faisait le plus froid. Voilà, c'était aussi. On est en hiver, ça veut dire que les jours de 4h à 9h, il faisait nuit. Il y avait personne. Après, le soir, c'est pareil, de 18h30 à 21h30, il y avait personne, il faisait nuit. Et donc, oui, il y avait plein de moments de doute, mais je voulais pas abandonner. Encore une fois, je pensais à la création de contenu, je pensais à qui j'étais. En fait, si tu abandonnes dans ta vie, tu vas abandonner pour tout. Et après aussi, bon après, ça me rappelle une vidéo de Bazinga, lui il avait dit il faisait ça pour sa famille, pour ses abonnés, il faisait ça pour son fils. Bon, je n'ai pas de fils, mais voilà, si j'avais un fils, je le ferais aussi pour lui, évidemment, pour montrer l'exemple, pour montrer que je suis capable de réussir, à faire des défis et à pas abandonner, même si c'est difficile, parce que encore une fois, c'est difficile. Mais il faut continuer, il faut continuer. Il y a personne, il y a pas une personne qui va te dire à un moment, voilà, c'est bien ce que tu as fait. Tu vois, par exemple, là, j'ai mis ça en story, j'ai mis ça en publication. Peut-être que j'ai eu vite fait un ou deux likes, mais globalement, il y a personne, tu vois, qui m'a dit ouais, voilà, c'est bien, Kwang, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Non, tu vois, je l'ai vraiment fait pour moi. Bon, après, même si je faisais pas une vidéo, voilà, ça me ferait un souvenir que je pourrais raconter aux gens. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, le but de la vie, c'est de vivre des expériences difficiles, parce que cette expérience des 100 000 pas, ça sera un jour qui m'a forgé et qui, tout simplement, je le retiendrai. Et il y a plein de jours dans ma vie où j'ai regardé des vidéos YouTube,
j'ai admiré certaines personnes, j'ai regardé des animés, ou j'ai écouté de la musique, où je me suis pas surpassé, et ces jours-là sont passés à l'oubliette. Ça veut dire que, voilà, tu me demandes par exemple je sais pas, un jour au pif, le 17 décembre 2022, qu'est-ce que j'ai fait? Le 10 octobre 2021, bon, tu vois, des dates au pif comme ça, je vais pas retenir. Par contre, là, ces 100 000 pas là, je vais les retenir. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, les moments de doute, en fait, continue, continue, continue. Parce que c'est sûr qu'à un moment, plus tard, quand tu auras 80 ans, 90 ans, tu vas retenir ce moment. Voilà, ce sera un des highlights de ta vie, si je puis me permettre. Est-ce que j'ai eu des moments de flow, de vide mental? Oui, parce que le flow ou le vide mental, en fait, ça me fait penser à la zone, tu vois, dans Kuroko no Basket ou dans Uma Musume d'ailleurs, hein. Il y avait une Uma Musume Cinderella Grey. Il parlait de cet état de flow où, tu vois, chaque sportif, pas forcément les sportifs, mais c'est beaucoup étudié dans le monde du sport où c'est un état où, en fait, tu penses plus à rien, où tu es juste focus à 100% sur ta tâche, où tu commences à développer des capacités un peu surhumaines de concentration. Bon, après, dans les animés, c'est un petit peu abusé, où là, vraiment, ils sont en mode Super Saiyan, si tu veux. Mais dans la vraie vie, je pense que l'état de flow, ça existe vraiment. C'est-à-dire que moi, pour mes entraînements de street workout, je suis habitué, voilà, bon, j'écoute mon podcast en général, des fois, ça m'arrive de d'écouter de la musique, mais globalement, je suis tout seul, il n'y a pas de lumière, et pour moi, là, c'est un état de flow, parce que en fait, quand tu t'entraînes dans la salle de sport, quand tu t'entraînes, il y a du monde, il y a de la lumière, il y a de la sollicitation, il y a des gens qui font des mouvements, il y a des gens qui parlent, il y a du bruit, il y a des bruits des machines. En fait, je pense que tu ne te rends pas compte, mais tout ça, ou même quand tu fais du street workout en journée, quand il y a de la lumière, quand il y a des gens, où tu es dans un endroit vivant, pour moi, tu peux pas atteindre le flow comme ça. Et c'est pour ça que moi, je suis habitué à être dans un endroit vraiment calme, où il y a quasiment très peu de sollicitations, ou même quand je révise, ou même quand je dois faire des activités, j'aime bien, tu vois, là je te fais une vidéo, là je suis un peu dans un état de flow aussi, où je suis tout seul, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de musique, voilà, là je regarde dehors, il y a un arbre, c'est tout. Et pour moi, oui, en fait là j'étais dans un état de flow, en tout cas le matin de 4h40, de 5h à 9h45, parce qu'il n'y avait aucune distraction, il y avait très peu de voitures, il y avait quelques bus qui passaient, donc j'étais vraiment avec moi et j'avais vraiment un vide mental et j'étais bien. Franchement, c'est passé ultra vite, comme je l'ai dit. C'était assez surprenant parce que je pense que la relation au temps qu'on a avec qu'on a, ça dépend vraiment des activités que tu fais, si tu aimes bien ou non. Par exemple, si je te demande d'attendre, voilà, pendant 5 heures sans rien faire, le temps va passer lentement. Je suis quasiment sûr que le temps va passer lentement. Par contre, si tu fais une activité que tu aimes bien, tu regardes un film, tu regardes un animé prenant, je sais pas, tu regardes une vidéo YouTube que tu kiffes, tu fais une activité que tu aimes bien, ça va passer vite. Et là, j'étais vraiment bien. J'étais avec mes pensées et franchement, j'étais franchement, ouais, j'étais bien. Donc je pense que j'étais dans un état de flow, quoi. C'était vraiment cool, j'étais dans la zone, c'était nickel, à 7 km/h, voilà, avec ma marche rapide. Alors la suite de la question, des questions suivantes. Est-ce que j'ai ressenti de la fierté avant la fin? Ça, j'ai pas ressenti de la fierté, je crois, hein. Parce que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je sais que je pouvais le faire. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, j'avais déjà fait 3 marathons, marathon de Paris, un marathon tout seul à mon terrain de foot. J'avais fait 36 km. Bon, je m'étais arrêté parce que j'avais mal. Et j'avais refait un marathon une semaine avant mon défi à des 100 000 pas. J'avais refait ça, j'avais fait 42 km, 44 km, je m'étais senti assez bien, j'avais pas de douleur, j'avais fait plus de 55 000 pas, plus de 50 000 pas, voilà. Et donc finalement, le fait d'avoir déjà accompli cet objectif plusieurs fois, je pense que quand tu réussis pour la première fois quelque chose dans ta vie, et un objectif qui t'a demandé beaucoup de travail, t'es fier, mais là ça m'a pas demandé du travail, ça veut dire que j'ai pas fait une préparation spécifique avant, voilà, je l'avais déjà fait. Mais 42 km, quand je les ai atteints à mon champ, je me suis pas dit waouh, dinguerie de fou. Je me suis juste dit, bon, voilà, on continue de marcher jusqu'à que je ne puisse plus. Mais par contre, avec le recul, maintenant, là, je suis fier parce que tout simplement, j'ai encore dit bas. Ce n'est pas facile, tout simplement, de faire une longue distance comme ça et de pas s'arrêter. Ça veut dire que voilà, c'est la première fois que je marchais aussi longtemps, que j'ai fait un défi sur 10 heures, 10 heures quoi. Et donc c'est assez fou de se dire que j'ai fait ça sur aussi longtemps.
Et là, oui, sur le moment, peut-être j'étais fatigué, j'étais pas bien parce que voilà, t'as des douleurs. Tu te dis juste que t'as envie de rentrer, t'as envie d'être chez toi, au chaud, dans ton confort, parce que dehors. En fait, aussi, ce qui était dur, c'était que, tu vois, là, chez moi, il fait bon. Bon, je sais pas, il fait combien de degrés, mais il fait pas 0 degré, il fait un peu froid, 15 degrés. Bon, je sais pas exactement, mais il fait plus que 15 degrés, voilà, il fait pas trop trop froid. Et quand tu sors dehors, t'as le choc thermique. C'est dur, hein. Franchement, les premiers kilomètres, c'est dur. Et après, tu reviens chez toi, après, tu ressors dehors, tu reviens chez toi, tu ressors dehors. C'est dur. Franchement, c'est dur. Donc oui, là, j'étais pas forcément fier sur le moment, mais là, je suis fier maintenant parce que, encore une fois, là, je te fais cette vidéo et je suis heureux. Franchement, je suis content de l'avoir fait. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Pied, genou, dos. J'avais des douleurs un peu aux genoux, aux lombaires, au dos et aux pieds. En fait, les douleurs sur le moment, oui, ça me faisait mal. Et c'est par contre, j'ai eu des douleurs le lendemain. Ça veut dire que le lendemain de mes 77 000 km, de mes 63,5 km, j'ai eu des douleurs aux orteils, donc aux pieds. J'ai eu des bonnes douleurs aux lombaires. J'ai eu des douleurs aux ischios. Et même en termes d'énergie, en termes de force, je sentis que j'avais pas une énorme énergie. Donc en fait, c'est le plus. Maintenant ça va, hein. Là on est le mardi, ça fait 3 4 jours. Attends, j'ai fait le défi vendredi. Donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc ça fait 4 jours depuis mon défi. Là franchement je vais très bien. Je pense que bon, j'ai pas récupéré à 100% non plus. J'ai des petites douleurs au niveau des orteils encore. Mais au niveau des lombaires, au niveau de mon énergie, au niveau des douleurs, genoux, ischio, ça va bien. Donc franchement, c'est cool. Est-ce que j'ai eu des ampoules? Non. Donc voilà, la question est très rapide. Est-ce que je me suis senti en danger à un moment? Là, oui. C'est très marrant ce que je vais raconter. Bah, c'est pas si marrant que ça, mais c'était à mon terrain de foot, donc c'était le soir, donc c'était la troisième session. Voilà. C'était de 18h30 à 21h30. Et je crois que c'était vers 20h. Donc là, je suis à mon terrain de foot, je fais des tours de terrain. Et là, j'entends des jeunes, je crois qu'ils sont 5 6 et ils parlent assez fort. Et on sent, je sais pas s'ils sont bourrés ou si c'est. Bon, en fait, je sais pas vraiment, mais ils parlent assez fort. Et ils ont manqué le bus. Et tu vois, il dit ah ouais, connard. Bon, je sais pas, il dit quoi, mais tu vois, ils gueulent sur le bus. Ils disent des injures. Bon, voilà. Moi, j'aime pas dire des injures, tu vois. Là, à travers mon podcast, si tu remarques mon style de langage, je parle de manière courante, sans dire de mots grossiers. Voilà, je dis pas wesh, bonhomme, comment ça va, frère. C'est pas trop mon style. Et je fais très attention, hein, à ma manière de parler en tout cas. Et eux, ils parlaient fort, ils gueulaient, ils rigolaient. C'était un peu inquiétant leur comportement. Et donc moi, ça me stressait un peu de voir des mecs comme ça. Ils étaient pas très loin de moi, ils étaient à 20-30 mètres. Bon, peut-être pas à 20-30 mètres, c'était un peu plus loin, probablement, mais je pouvais les voir au loin. Il y avait le grillage qui me séparait d'eux. Et ça me rassure pas, tu vois, quand il y a des personnes qui crient, qui parlent fort et qui ont l'air bourrés, c'est pas très rassurant. Et là, ça m'a fait réfléchir aussi que justement, en fait, si t'es une femme, tu passes à côté de mecs comme ça, c'est pas très rassurant. Tu vois, même moi en tant qu'homme, je passe à côté de 5 6 mecs comme ça, j'essaie de changer de trottoir. Bon, voilà. Donc c'était le seul moment où je me suis pas senti en danger. Ils allaient pas m'agresser, mais en fait, le fait de faire 50 km dans les jambes, j'avais fait déjà 55 km, je savais que je pouvais pas courir. C'est-à-dire que dans le temps normal, si je suis en forme, s'il y a des gens un peu oppressants, je sais que je peux courir et je peux les tracer et je peux m'enfuir. Et là, je pouvais pas m'enfuir en fait. J'étais trop fatigué et j'avais plus d'énergie et j'avais mal. Bon après, peut-être que j'avais des ressources insoupçonnées en moi que j'aurais pu courir s'ils essayaient de m'agresser, mais je pense que j'étais un peu à bout d'énergie et donc ouais, je me suis pas senti non plus en danger, mais j'étais pas très bien quoi. Et donc je comprends les gens qui n'aiment pas sortir le soir et qui se sentent en danger le soir maintenant parce que voilà, pour cette raison-là, pour ces raisons-là. En plus là, je suis à Guyancourt donc ça va, mais c'est à Paris et tu vois des gens un peu douteux, oui, je peux comprendre pourquoi les gens se sentent en danger. À partir de quand le corps envoie des signaux, de vrais signaux d'alerte? Bon, j'en ai déjà parlé. Est-ce que je referais ça sans récupération? C'est très bizarre la question. Est-ce que je referais ça sans récupération? Ça veut rien dire.
Oui, déjà, le défi, je le referai, ça c'est sûr et certain. Parce que, tout simplement, moi j'aime pas aller échouer. En fait, bon, ça me dérange pas d'échouer parce que encore une fois, t'apprends plus en échouant que en réussissant. C'est-à-dire que là, si j'avais réussi à faire mes 100 000 pas du premier coup, j'aurais fait une vidéo, j'aurais dit, ouais, voilà, c'est dur, c'est cool, mais j'aurais pas réessayé le défi. Et là, justement, bah, j'ai envie de réessayer le défi pour valider les 100 000 pas. Et j'ai appris de mes erreurs. Voilà, je sais qu'il faut pas marcher trop vite. 7 km/h, c'est trop rapide. Faut aller à 4. En fait, ça dépend si j'ai envie de faire un défi 24 heures. Si j'ai envie de faire un défi 24 heures, bah là, je marche tout simplement à 4 km/h, donc je marche lentement. Mais si j'ai envie de faire un défi où je vais un peu le plus vite possible sans me fatiguer, là, j'essaie de marcher à 4,5 ou 5 km, 4,5 ou 5 km/h. Donc, oui, je referai le défi et je validerai probablement les 100 000 pas. Après, j'aimerais un jour faire 3 marathons en moins de 24 heures. J'aimerais vraiment faire 126 km. Et est-ce que je referai ça tout seul ou avec podcast, musique ou avec des gens? Ça reste à voir, mais voilà. Donc après, ça serait vraiment intéressant, je pense, de refaire ce défi vraiment tout seul où j'écoute vraiment rien, mais que cette fois-ci, je me prépare mieux, comme j'ai dit, par rapport à l'alimentation. Toute la nourriture est prête. J'ai la nourriture même dans mon sac, limite. Comme ça, je mange sur place, voilà, en gagnant du temps. Ou sinon, je m'alimente toutes les heures. Bon, bref, je pense que ça serait vraiment à refaire, ce serait vraiment cool. Et vraiment pour passer la journée la plus longue de ma vie. Parce que là, c'était quand même long, 10 heures, mais 24 heures, vraiment, ce serait un truc de fou, quoi. Voilà, combien d'heures ça m'a pris? Globalement, ça m'a pris 10h10 de marche. Et après, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de pauses. Donc, globalement, ça m'a pris toute la journée. De 4h30 à 21h30. Voilà. Globalement, ça m'a pris 17 heures. Si tu comptes les pauses. Combien de pauses j'ai faites? J'ai fait une pause. Voilà, une grosse pause de 9h40 à 11h05. Une deuxième grosse pause de 14h à 18h30. Et c'est tout. Voilà, j'ai fait deux grosses pauses. Et sinon, j'ai fait des pauses pipi et des pauses pour boire. Voilà. Mais sinon, j'ai pas fait de grosses pauses. Bah, j'ai pas fait de 10 heures de pause, quoi. Combien de kilomètres ça représente vraiment? Bon, d'après mon Strava, j'ai fait 63,5 km. Donc j'ai marché un peu plus vite que 6 km/h. Sachant qu'à la fin, j'ai vraiment ralenti. Combien j'ai mangé et bu? Je crois que j'ai bu 2,5 à 3,5 litres. Bon, après, il faisait pas très chaud, mais j'essaie de m'alimenter le plus possible. C'est pour ça que j'ai énormément pissé pendant ce défi. Je crois que j'ai pissé environ toutes les demi-heures. Donc, dans ma journée, j'ai pissé plus de 20 fois. Et tu te dis, bon, j'ai pissé dehors, hein. Donc, à mon terrain de foot, j'ai pissé. À mon champ, j'ai pissé, voilà. Et combien j'ai mangé? J'ai mangé deux gros repas. Donc, comme j'ai dit, j'avais pris de petit-déj. C'était une erreur vraiment stratégique. C'était vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite, je pense. Et après, j'ai mangé à 9h40. J'ai vraiment pris des sushis. J'ai pris de la nourriture aussi un peu grasse, des nouilles sautées. En fait, j'avais pris de la nourriture anti-gaspillage. Donc, c'était Too Good To Go. Et j'avais pris vraiment beaucoup de nourriture là-bas, dans ces magasins-là. Et je me suis dit tout simplement que je voulais récupérer de la nourriture. En fait, je voulais récupérer de la nourriture, comme ça j'ai pas besoin de cuisiner. Et je voulais manger des trucs que j'aime bien. Parce que évidemment, j'allais pas manger du blanc de poulet et du riz, j'allais pas manger 5 kilos de riz et 1 kilo de blanc de poulet. Donc je voulais manger des trucs caloriques que j'aimais bien. Et donc j'ai pris ça. Et je peux pas te dire combien de kilocalories j'ai pris, mais j'ai pris environ 3000, 4000 kilocalories, je pense, ce qui était vraiment pas beaucoup. Parce que, bah, vu l'effort que j'ai fait et vu mon métabolisme de base, je pense que j'ai dépensé facile 5000 kilocalories, voire plus. Et j'ai un métabolisme de base assez élevé, à 2000-2500, je pense. Donc, quand je dis 2000-2500, c'est sans sport, hein. Parce qu'après, avec le sport, évidemment, bah, ça monte plus haut sur mon métabolisme. Mais on va dire 7000 plus 2000, non 5000 plus 2000, donc il fallait que je mange 7000 kilocalories, et je sais pas, manger 7000 kilocalories. Mais le lendemain et les jours d'après, je me suis rattrapé. Est-ce que la satisfaction est immédiate ou différée? J'ai déjà répondu. Est-ce que j'étais fier ou juste épuisé? Franchement, les derniers kilomètres, c'était horrible, hein. Quand je dis les derniers kilomètres, c'était vraiment. Je m'arrêtais beaucoup. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. Je commence vraiment à avoir froid. Est-ce que je mets pause à ma vidéo ou pas? Bon, je vais me moucher, encore une fois. Je me mouche. Je crois que je vais mettre pause, hein. Bon, je vais mettre pause. Bon, là, tu ne l'as pas vu, mais j'ai fait une petite pause. Donc, j'ai pris un petit carré de chocolat noir, 90%. Je suis allé aux toilettes, j'ai bu de l'eau, je me suis mouché. Et c'est pas si bête de mettre pause. Donc, normalement, je le mets pas parce que j'aime bien.
montrer le réel. Voilà, j'aime bien montrer tout de A à Z, le direct. Et là, ça n'a pas été en direct, donc tant pis. Oui, je crois que je parlais de, j'avais des douleurs à partir vraiment à la fin. Ça veut dire que je pouvais plus marcher d'affilée. Et en fait, bon, c'est pas que je m'étirais, mais je faisais des rotations au niveau du bassin, tu vois, le mouvement un peu là, où tu tournes un peu sur toi là, pour le bassin, je sais pas comment ça s'appelle ça, ce mouvement. Et je faisais aussi un peu d'étirement, j'essayais de bouger un peu, voilà, des mouvements de flexion de hanche, etc., etc. Pour le good morning, tout simplement bah, pour essayer de soulager mes lombaires. Parce que oui, au bout de 5 10 minutes, hop, j'avais mal. Donc je faisais des pauses. Et donc à partir oui, de 20h à 21h30, vraiment les 5 ou les 10 derniers kilomètres, je pense que c'était oui, les 10 derniers kilomètres, bon, peut-être pas les 10 derniers, mais ouais, on va dire oui, les 5 derniers kilomètres, c'était vraiment dur, je faisais pas mal de pauses. Et en plus, ce qui était difficile, c'était que tout simplement, bah, il faisait froid. Ça veut dire que en fait, quand tu marches vite, ça va, ça te réchauffe. Mais par contre, quand tu marches à 4 km heure, ou ouais, tu marches à 4 km heure, et que en plus, des fois, tu t'arrêtais pour t'étirer, pour t'échauffer, franchement, t'avais froid, donc j'avais froid, et j'étais épuisé. Donc ouais, c'était dur vraiment à la fin, c'était vraiment dur. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je crois que je crois que j'en reparlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je ferais différemment si je recommençais? J'en ai déjà parlé. Quelle est l'erreur numéro un à éviter? Bon, je crois que j'en ai déjà parlé un peu. Est-ce que je recommande ce défi? J'en ai déjà parlé. Est-ce que ça change ma vision du sport ou de l'effort? Ah, ça c'est une question vraiment intéressante. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, on est habitué, quand tu t'entraînes, à se limiter dans le temps. Ça veut dire qu'une séance, en général, moi, personnellement, j'ai froid aux mains. Accessoirement, là, j'ai froid aux mains, donc là, si tu regardes la vidéo, bah là, je remonte un peu mes manches parce que sinon, j'ai vraiment froid, hein. Bon, là, tu peux pas toucher mes mains. J'aimerais bien te donner ma sensation, mais là, j'ai froid. Je voulais mettre mes gants, mais mes gants, ils étaient froids aussi. Donc, oui, ça a changé ma vision du sport. En fait, je dirais pas que ça a changé ma vision du sport ou de l'effort non plus. Faut pas déconner. Mais oui, donc je disais que quand tu fais une séance de sport, ça dure en général de 1 heure à 1h30. Bon, en tout cas, ça c'est mon cas. Après, je sais qu'il y a des personnes qui s'entraînent une demi-heure. Après, il y a des personnes qui s'entraînent plus de 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Ça peut arriver. Mais globalement, en termes de rentabilité, l'entraînement voilà, de 45 minutes à 1h15, c'est le plus rentable. Quand je dis rentable, ça veut dire en gain en termes de temps et de récompense. Ça veut dire que voilà, si tu t'entraînes 3 heures, peut-être que tu auras des gains supplémentaires, mais ça sera marginaux comparé à quelqu'un qui s'est entraîné 1 heure, tu vois. Par exemple, voilà, tu as 80% des. Voilà, c'est comme la loi de Pareto, comme d'hab. Tu as 80% des résultats en faisant voilà, le moins possible, on va dire. En faisant 20% d'efforts. Bon, pas 20% d'efforts non plus, mais voilà, tu t'entraînes 3 fois par semaine, 1 heure, 3 fois par semaine. En termes de rentabilité, c'est optimal. Et après, en termes de rendement, t'es bien aussi, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir des très bonnes performances en faisant juste 3 heures de sport par semaine. Voilà, hein, comme dirait le Raptor. Et donc moi, je suis plutôt dans cette... pas vraiment dans cette catégorie, parce que je marche quand même beaucoup, je fais du vélo, je fais de la mobilité tous les jours, je fais 3 séances de street workout minimum par semaine. Bon, maintenant, j'essaie d'augmenter, puisque pour le défi de David Goggins, avec 3 séances par semaine, c'est pas suffisant. Mais j'ai jamais fait des séances, c'est vraiment rare. Je crois que j'ai jamais vraiment dépassé des séances de 1h30. En fait, moi, je fais des séances d'1h30 avec l'échauffement, mais globalement, je fais pas 2 heures. Et donc là, vraiment de faire un effort aussi long, en fait, ça m'a permis d'apprendre que les limites, en fait, on se les fixe nous-mêmes dans le sens qu'on peut aller toujours plus loin. C'est-à-dire que là, par exemple, pour une séance de sport, en fait, pourquoi tu t'arrêtes à 1 heure, 1h15? Parce qu'après, oui, à un moment donné, tu vas sécréter de la cortisol et donc c'est plus très rentable pour le rendement musculaire et que tu commences à fatiguer et que justement après 1h15 ou 1 heure, 1h15, bah voilà, t'auras pas de grand rendement en termes d'hypertrophie ou même en termes de force ou de physique ou d'aptitude athlétique. Et que après t'as un temps limité dans ta journée. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, c'est bien de s'entraîner 1 heure, 1h15 déjà, mais s'entraîner 3 heures, 2h30, 3 heures, faut avoir du temps quoi.
Et en plus, sachant que si tu t'entraînes 3 heures, après il faut manger plus, il faut préparer ton sac, il y a le trajet, il faut prendre ta douche, donc il y a d'autres trucs, t'as pas que ça à faire quoi. Donc là, c'est vrai que je me suis dit, par rapport à l'effort n'était pas éprouvant. C'est-à-dire que quand tu fais un fractionné, voilà, vraiment intense, tu fais des courses rapides, avec un rythme fort, ou un rythme plutôt élevé, une cadence plutôt élevée, c'est rentable. Voilà, en 1h15, 1h, 1h15, t'as fait vraiment une grosse séance. Alors que là, t'as pas de douleur en fait, hein. T'as des douleurs, mais que à partir d'un certain temps, quand tu fais vraiment sur le long terme, sur des heures et des heures. Et donc en fait, c'est le mot endurance, hein. C'est endurer l'effort le plus longtemps possible. Et là, contrairement à des séances de sport un peu plus classiques, là c'est vraiment une séance où tu vas à tes limites. Ça veut dire que tu t'arrêtes seulement quand t'es mort. C'est-à-dire que là, je me suis arrêté vraiment quand j'avais des douleurs et quand j'allais avoir des blessures. Alors que en général, quand je fais des séances de sport, bon, en fait, tu peux aussi t'arrêter quand tu commences à sentir que tu as des douleurs musculaires, que tu t'arrêtes. Mais globalement, pour la plupart de mes séances, évidemment, je pourrais continuer. Je pourrais continuer. Et donc là, ça m'a permis aussi de savoir mes faiblesses, tu vois, mes faiblesses au niveau des ischios, au niveau des lombaires, au niveau de ma posture, au niveau de mon mental. Donc j'ai appris énormément de choses sur moi, sur mes réflexions, sur mes analyses que je suis en train de te partager à travers cette vidéo. Donc je dirais pas que ça a changé radicalement ma vision du sport ou de l'effort, mais ça m'a fait prendre conscience qu'on peut faire plus que ce que l'on pense, et que justement ces défis-là, des ultras, en fait, il faut les vivre au moins une fois. C'est vrai que moi, je jugeais un peu les gens avant de faire avant de faire un effort long. Bah, je me disais pourquoi ces gens-là, c'est des fous, pourquoi ils font des trails de 160 km, pourquoi ils font des courses de 100 km tous les jours pendant une semaine, pourquoi ils font des efforts de 150 km, 150 heures. Et en fait, en le faisant, bah, tu as tes propres conclusions et tes propres réponses, et il faut vraiment le faire pour comprendre. Encore une fois, voilà, le marathon, je l'avais jamais fait, je l'ai compris les douleurs, ça donne envie de le refaire malgré que j'ai mal. Et là aussi, j'ai envie de le refaire malgré que c'est long, c'est un moment pas agréable, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort, donc c'est vraiment intéressant. Après, la prochaine question, c'est tu tenterais ça seul ou accompagné? Bah, la prochaine fois, j'aimerais le faire d'une manière différente. Bon, en fait, j'aimerais le refaire seul peut-être, mais j'aimerais le refaire peut-être accompagné ou avec de la musique ou podcast, comme je l'ai dit, parce que, ou même être en ville, marcher 100 km dans une autre ville. Après, tu prends un Airbnb ou tu rentres chez toi. En fait, tu fais 70 km. Sinon, tu fais 100 km, mais tu fais un parcours un peu différent, pas monotone. Ça aussi, c'était très difficile en fait mentalement de le faire à mon terrain de foot parce que pendant 7 heures, 8 heures, même dans le champ en fait, pendant 8 heures, pendant 10 heures, tu vois le même terrain, tu vois le même endroit, tu vois personne, et c'est dur, hein. Encore une fois, si tu changes d'environnement, tu vois des paysages différents, ça change, ça peut être plus cool même mentalement, tu vois. Mais moi je voulais le faire vraiment d'une manière difficile, parce que pour les tractions, pour mon record, mais pour mon défi traction, je vais rester au même endroit pendant plus de 10 heures probablement, si mon corps tient. Et donc, il faut que je sois capable d'encaisser, il faut que je me prépare mentalement à ça. Donc, c'était la meilleure préparation mentale, je pense, de faire ce défi avant de faire le défi traction. Le moment de bascule, à quel moment j'ai compris que 100 000 pas ne serait pas atteignable? En fait, quand j'ai abandonné, on va dire, après le champ, parce que voilà, comme j'ai dit, vers 14 heures, j'étais allé à mon champ, après je suis revenu chez moi. Non, à 14 heures, je suis rentré. Et là, je me suis dit que j'avais trop mal. Et à 18h30, de 18h30 à minuit, je me suis dit justement que c'était faisable de faire les 100 000 pas. Parce que j'ai fait un calcul. En fait, 5h30 de marche d'affilée. En fait, je crois que le matin, j'avais fait 4h, voilà, j'avais fait 4h50, bon, 4h44, 44 secondes. J'avais fait 37 000 pas. 37 000 pas en 4h45. Bon, t'arrondis, ça veut dire que en 5 heures, plus ou moins, c'était faisable de faire 40 000 pas. Bon, on va dire en 5h10, c'était faisable de faire 40 000 pas. Et donc, en fait, les 42 000 pas, je sais plus si j'étais à 58 000, hein, je crois que oui, j'étais à 58 000. En fait, justement, les 48 000 pas qui me manquaient, c'était faisable de les faire en moins de 5h30. Sachant que, bon, comme je l'ai dit, le matin, j'étais frais. Et donc, oui, ça aurait été faisable de faire 42 000 pas si j'étais frais. Et je me suis dit que, justement, voilà, j'allais quand même essayer de faire ces 100 000 pas.
Mais sauf que quand j'ai commencé à avoir des douleurs, quand j'ai commencé à ralentir, là je me suis dit que c'était mort, c'était impossible. Je crois à partir de 70 000 pas, je me suis dit, bon là c'est mort. Toutes les 15-20 minutes, toutes les 10-15 minutes, là je m'arrête. Là je suis en train de faire des rotations de bassin, des mouvements de hanche, des flexions, etc. pour m'étirer. Et donc là je me suis dit que c'était mort, les 100 000 pas à ce moment-là. Mais sinon, j'y croyais encore, hein. Tu vois, le soir, j'avais refait une story, j'avais dit, bon, bah, on va quand même essayer de faire les 100 000 pas, et en fait, non. Vers 20 h, 20 h, ouais, vers 20 h, je savais que c'était mort. Est-ce que j'ai lutté contre moi-même, ou est-ce que je l'ai accepté? Ou est-ce que j'ai accepté? Bah, j'ai quand même essayé de lutter contre moi-même, encore une fois, j'aurais pu m'arrêter à 58 000 pas, mais après, je suis revenu, et donc, j'ai pas forcément accepté tout de suite, mais après, j'ai accepté, hein. Quand j'ai commencé à avoir des trop grosses douleurs, je me suis dit, il fallait que je m'arrête, parce que sinon, j'allais me blesser, et le but d'un défi, voilà, c'est de pas rester infirme pendant 1 ou 2 semaines et d'avoir des grosses douleurs. C'est d'essayer d'aller à son maximum, évidemment, mais sans éviter de grosses blessures. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pas eu de grosses blessures finalement. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter, le corps, le mental ou les deux? Bon, j'ai déjà répondu, c'était un peu les deux, hein. Le corps surtout, je pense. Le mental aussi et la raison de pas vouloir me blesser. Qu'est-ce qui a réellement lâché? Bon, on s'en fout. Est-ce que continuer aurait été intelligent ou dangereux? J'ai déjà répondu, ça aurait été dangereux. Est-ce que j'ai écouté mon corps ou mon ego? Bah là, j'ai écouté mon corps finalement. Est-ce que s'arrêter, c'est abandonner? Hmm, Est-ce que s'arrêter, c'est abandonner? En soi, non, hein. Bah oui, parce que tu t'arrêtes, tu abandonnes le défi, mais encore une fois, bah, tu peux déjà être fier de ce que tu as fait. En fait, si tu t'arrêtes à un moment où tu es frais, où tu vas bien, tu te dis, bon, là j'aurais pu continuer, là tu auras des regrets. Mais par contre, quand tu t'arrêtes à un moment où tu sens que tu as vraiment des blessures, ou que t'as donné vraiment ton maximum, là franchement, tu peux être fier de toi. Donc c'est pas vraiment abandonner, c'est juste t'abandonnes parce que t'as mal. Mais voilà, après à un moment donné, faut pas mettre sa santé en jeu et la santé c'est très important. Donc s'arrêter, c'est abandonner, je dirais que non. Est-ce que j'ai échoué ou est-ce que j'ai pris une bonne décision? J'ai pris une bonne décision. Voilà, je réponds vraiment brièvement parce que là j'ai pas vraiment de grands arguments à dire. Pourquoi on associe toujours défi à aller jusqu'au bout? Oui, parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir échoué si tu vas pas jusqu'au bout de ton défi. Tu t'es dit, par exemple, bah, tu vas faire 100 000 pas et que justement, bah, tu t'arrêtes comme moi, à 77 777 pas, tu as échoué. Mais non, encore une fois, je suis allé au bout de mon défi, je suis allé au maximum. Et donc, j'ai pas échoué, donc je suis quand même content. Qu'est-ce que j'ai sous-estimé? Bah, j'ai sous-estimé le fait de marcher, hein. Encore une fois, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais marcher à 4 ou 4 ou 4,5 km/h, ça va. Mais marcher à 6-7 km/h, en fait, c'est déjà un effort. C'est déjà un effort, hein. Même 4 km/h, 4,5 km/h, c'est déjà un effort. Et donc j'aurais dû aller plus lentement et j'aurais pas du tout sous-estimé un effort long vu que je l'avais jamais fait et ne pas sous-estimer la marche. Qu'est-ce que je surestimais chez moi? Bah, je surestimais sûrement mes capacités physiques, c'est-à-dire que je pensais que j'allais pouvoir le faire et que finalement, bah non, j'ai pas réussi. Une chose précise qui aurait pu changer l'issue, bah, le rythme, chaussures, pause. Bah voilà, j'aurais pu prendre plus de pauses, j'aurais pu m'alimenter mieux aussi. Voilà, au lieu de. Comme je l'ai dit, hein, les 31 premiers kilomètres, j'ai quasiment pas mangé. J'aurais dû manger. J'ai commencé à sentir la faim. C'est vrai, hein. Quand j'ai fait les. À partir de mon semi-marathon, à partir de 21,2, plus ou moins, à partir de 25 kilomètres, je commençais à avoir faim. Mon ventre gargouillait et j'aurais dû manger régulièrement. C'est très important l'alimentation dans ce genre de défi. C'est à ne pas à prendre à la légère. Les pauses aussi, hein, ça peut compter, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher pendant 5 heures, 4h50 d'affilée, j'aurais pu marcher 1 heure, prendre une petite pause de 2 minutes ou ralentir le rythme. Et après, bah, ainsi de suite, hein, 1 heure, 2 minutes de pause ou 30 minutes de marche, 2 minutes de pause, 30 minutes de marche, 2 minutes de pause. Les chaussures aussi, c'était à prendre en compte. Voilà. Pourquoi ce chiffre est symboliquement fort, 77 777? En fait, moi j'aime bien les chiffres identiques. Donc les chiffres identiques, c'était par exemple 66666, 66 666, 55 555. Ou c'était. En fait, ce qui était aussi très fort, c'est que c'était écrit 77 777 pas et c'était écrit 10h10. Donc c'était magnifique. Et j'aime bien les nombres 7, tout simplement, parce que en fait, dans Final Fantasy XVII, il y a le Lucky 7, hein. Ça veut dire que quand tu avais 7777 HP, c'était un espèce de glitch dans le jeu où le personnage tapait, je sais plus combien de fois, mais il faisait au moins 60 coups à 7777 dégâts. Et en fait, ça tuait tous les boss, hein. Ça veut dire que avec ce cheat code, ça tuait les boss. Et donc, il y avait 7777, FF7, voilà.
Donc 17 777. Et je crois que le nombre 7 ça porte bonheur. Donc je voulais pas m'arrêter à un nombre comme 78 122 ou 78 155 parce que ça n'a pas vraiment de valeur pour moi. Et ça représente peut-être plus même que les 100 000 pas. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Là, il n'y a plus de questions. L'après-coup, mon ressenti, j'ai déjà parlé. Conditions météo, c'était pas facile. Pourquoi s'affliger ça? Réflexion que j'ai eue. Pas de fuite. Vol de ma batterie, j'en ai parlé. Mauvaise stratégie. Comment j'ai ressenti l'effort. Ouais, pourquoi j'ai voulu abandonner. Donc là, on arrive. Ouais, je pense à cette conclusion de vidéo, hein. J'ai pas 100 milliards d'autres choses à dire. Donc je te conseille toi-même d'essayer de faire des défis. Voilà, d'aller à la limite de tes capacités physiques. Ça veut dire que essaye juste un jour peut-être de marcher le plus longtemps que tu peux. Voilà, ça dépend de ta condition physique. Essaie de te prendre du temps. Soit tu te dis, bon par exemple tu te réveilles à 8 heures du matin, tu essaies de te dire soit tu marches de 8 heures à minuit, soit tu te dis tu marches de 8 heures à 8 heures. Et tu marches le plus longtemps que tu peux, et après, pour voir tes limites, pour voir ce que tu ressens. Est-ce que tu veux marcher tout seul avec des gens podcast musique, tout seul dans le noir, dans un endroit animé, dans une grande ville, dans une campagne, bon, peu importe. Et après, bah, tu réfléchis un peu comme moi, comme je viens de te le faire, sur pas mal de réflexions. Et donc, voilà, hein, c'est bien de se tester et de faire des défis, pas forcément toujours plus grands. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a le toujours plus. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait 100 000 pas, bah, tu veux faire quoi? Bah, tu veux faire deux marathons, tu veux faire 84 km, après tu veux faire quoi? Tu veux faire trois marathons en moins de 24 heures, après tu veux faire quoi? Tu veux faire le plus de distance possible en 24 heures, après tu veux faire quoi? Tu veux faire des trails, tu veux faire du dénivelé, tu veux marcher des montagnes, tu veux marcher non-stop pendant 45 jours, tu veux faire des marathons tous les jours, bon bref, il y a toujours plus. Et des fois, c'est bien aussi de se recentrer, de se dire, bon, là j'ai accompli un gros objectif de ouf. Là, on va revenir à des objectifs un peu plus tranquilles. C'est pas grave. Le but de la vie, c'est pas de faire forcément des objectifs toujours plus haut, toujours plus haut. C'est d'accomplir des objectifs à sa portée, à son niveau. Et après, bah, de continuer à toujours en faire plus. Tu peux pas toujours en faire plus, mais toujours continuer à progresser dans cette voie. Et ça peut pas forcément, c'est pas forcément des objectifs sportifs. Voilà, ça peut être des objectifs de podcast, de parler pendant 1h10 d'affilée, et d'être intéressant, de savoir captiver l'audience, de lire plus de livres, de créer du contenu, d'avoir un business, d'avoir plus d'amis, d'avoir des vraies relations, d'avoir des vraies conversations. Voilà, il y a plein de choses à travailler, d'être un meilleur orateur, de savoir bien s'exprimer devant une audience, de savoir cuisiner, de passer un moment de qualité, jouer à des jeux de société, jouer à des jeux vidéo, bon bref, plein de trucs. Et donc, bah voilà. Donc, je vais lire une citation que j'ai écrite, et pas que c'est pas que moi qui ai écrite, mais c'est ChatGPT, et je la trouve vraiment assez stylée. À 77 777 pas, je me suis arrêté. Pas parce que je n'avais plus de mental, mais parce que continuer aurait été une mauvaise décision. Ce défi m'a montré que je suis capable d'aller loin, mais aussi que je dois apprendre à mieux gérer mon rythme, mes limites et mes choix. Si cette vidéo peut servir à une chose, c'est à ça. Vous rappeler que s'arrêter n'est pas forcément abandonner, parfois c'est juste se respecter. Esprit fermier, non, esprit shonen, poulet fermier, sois acteur de ta vie. Salut!